Par exemple, on a perdu plus de 60% des zones humides depuis le début du XXe siècle. Quand on bouche une zone humide, clairement, la biodiversité qui s'y trouve n'est plus là. Donc on a ces problèmes de changement d'usage, des forêts qu'on convertit en champs, ou encore, et ça c'est le pire, parce que là il y a vraiment beaucoup moins de diversité, des forêts ou des champs qu'on convertit en espaces urbains ou périurbains, c'est l'artificialisation. Donc il y a déjà ce problème des changements d'usage. Ensuite, il y a le problème des pollutions diffuses. Parce que beaucoup de pollutions, pensez par exemple à la pollution thermique que représente le changement climatique, ou au changement de pluviométrie. Pensez encore aux microplastiques qui pleuvent. En plein milieu des parcs américains, il pleut 20 kg de microplastiques par hectare et par an. Voilà, ils arrivent par l'air et ces microplastiques libèrent des toxines. On peut penser aussi aux pollutions diffuses azotées, on peut penser aux pollutions par les eaux et les airs, par les pesticides, ou encore d'ailleurs certains polluants industriels. Au total, on se retrouve avec des changements qui font que les espèces qui sont là, soit elles ne peuvent pas survivre, soit elles ne sont pas tout à fait adaptées aux nouvelles conditions, elles disparaissent et il reste des espèces, il n'y a pas zéro biodiversité, il n'y a pas zéro vie, mais il y a beaucoup moins de biodiversité et donc il n'y a plus toutes ces fonctions que remplit la biodiversité et qui permettent de structurer notre environnement. De la biodiversité du sol qui fait de la fertilité par exemple, ou de la biodiversité du sol qui fait de la porosité, qui stocke de l'eau. Donc, pour en revenir à ces changements, ce que je vois moi surtout, c'est des changements qui sont dus localement à des actions de l'homme et qui sont dus aux pollutions diffuses. Et qui appellent évidemment d'avoir ce fameux 30% de réserve que dans toutes les COP sur la biodiversité on appelle de nos souhaits pour avoir des espaces où il y a très peu d'intervention humaine, il n'y aura que les pollutions diffuses. Et donc les espèces qui existaient pourront continuer d'exister et d'ailleurs de changer et d'évoluer, et peut-être de s'adapter. Mais il n'y a pas de différence. Sauf que, effectivement, l'homme n'est pas très très présent dans certains coins de la mer. Je veux dire, au milieu de l'océan, par exemple, il n'y a absolument rien à pêcher, donc il n'y a pas grand monde. Par contre, il y a des craintes sur tout le littoral, où arrive pas mal de pollution, où il y a une pression de pêche. On a quand même pêché 90% de la biomasse de poissons déjà. Et il y a des endroits, comme au large de certaines côtes d'Afrique de l'Ouest, où en fait, mais il reste des méduses qui ont remplacé les poissons. Donc, et vous voyez que là, l'histoire, c'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est qu'il n'y a plus rien d'utilisable pour l'homme. En fait, c'est inquiétant pour l'homme. Et puis l'autre crainte, c'est cette envie d'aller chercher des métaux, d'avoir des exploitations minières sur les grands fonds océaniques. Et il y a aussi là de la vie, il y a une vie qui contribue tout bêtement à la qualité de l'air, parce que vous savez que les eaux profondes remontent régulièrement, et au niveau des zones où elles remontent, par exemple au large de la Mauritanie ou au large du Pérou, elles libèrent des choses qui vont dans l'air, elles libèrent de la fertilité qui va dans l'eau, et ces remontées d'eau profonde, elles veulent dire que si on altère les processus, la diversité, donc les processus qui se passent dans les eaux profondes, c'est la qualité de notre environnement demain, quand ces eaux-là remonteront, qu'on va altérer. Je pense au livre La pêche écologie de Gasquel, par exemple, qui nous raconte comment on pourrait sortir de ce mauvais pas. Le mauvais pas, c'est que quand on a de nouvelles pressions sur l'environnement, vous rajoutez un pesticide, vous changez la température, vous détournez un cours d'eau, vous labourez, vous faites du chalutage profond, ce que la France s'autorise dans ses réserves, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des espèces ou des individus dans les espèces qui ne sont pas adaptés et qui disparaissent. Et c'est de ça que meurt la biodiversité, de ce changement de règle du jeu, de ces pressions de sélection qui conduisent l'évolution dans une autre direction que celle où elle était auparavant. Tout ne disparaît pas, mais il y a beaucoup plus de morts que de gagnants, et le mécanisme est le même dans les mers et sur Terre. Et donc, le remède est le même. Je fais des réserves où là, je n'exerce que très peu de pression nouvelle, donc les espèces continuent à prospérer, il y a moins de perdants qu'ailleurs, et là où je gère, j'essaie, d'avoir des corridors pour relier, alors c'est plus facile en mer, mais d'avoir des corridors pour relier les réserves, c'est-à-dire des zones où, comme des haies par exemple, n'est-ce pas, dans nos campagnes, où j'ai des circulations entre les réserves, et puis là où je dois gérer, car il faut produire de l'alimentation, car il faut produire du bois, car il faut pêcher du poisson, là où je gère, j'essaie d'utiliser le maximum les données de l'écologie pour choisir des modes d'action. Et en réalité, on a aujourd'hui des moyens, notamment en agriculture, mais aussi en sylviculture. En agriculture, je pense à l'agriculture bio ou à l'agriculture non labourée. En sylviculture, je pense au système de sylviculture de type ProSylva. On a des façons de produire autant, m'entendez-vous, mais d'une façon un peu différente qui assure plus de robustesse par rapport aux perturbations, et ça avec le changement climatique on en a besoin, et qui permet d'entretenir la biodiversité parce qu'en fait, c'est en s'appuyant sur la biodiversité qu'on produit. Par exemple, les sols non labourés s'appuient sur la biodiversité des sols pour produire. Voilà, et donc
où les forêts mélangées pro-sylva avec plein d'espèces s'appuient sur la diversité des espèces pour limiter les impacts des tempêtes, par exemple, ou des incendies. En d'autres termes, là où on produit, il faut produire en limitant l'impact sur la biodiversité, et une bonne façon de faire, c'est d'avoir une production qui utilise la biodiversité. Et voilà le mot-clé, la biodiversité comme mécanisme. Ça, c'est vrai en mer, comme sur Terre, parce que c'est pas le même milieu, mais c'est le même vivant, et les mêmes lois du vivant. On pourrait faire une liste de mesures techniques, mais moi je vais vous dire un truc. Souvent on pointe du doigt les pêcheurs, les agriculteurs, les ceci, les cela, parce qu'ils font mal. Et de fait ils font mal, mais souvent. Mais ils vendent. Qui fait mal? Celui qui agit ou celui qui paye le produit et qui justifie finalement qu'il y ait une production qui soit faite de cette façon-là? Au fond, il y a une espèce de mauvais cycle de poule et d'œuf entre le consommateur et le producteur, entre celui qui agit vraiment dans les écosystèmes et celui qui consomme. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment de la déforestation importée en Europe. On déforeste plus chez nous, ok, mais on accepte du bois qui en fait veut dire qu'ailleurs on déforeste. Est-ce que c'est normal? Bon, la Communauté européenne vient de décider de remettre à 1 an l'application de lois qui empêchent d'importer de la déforestation qu'on ne voit pas chez nous. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, à un moment, le consommateur est aussi responsable. Donc si je vais plus loin, ce que je veux, moi, et que j'appelle de mes voeux, et là je prends ma casquette de président de la Fédération Biogé. La Fédération Biogé, elle réunit le muséum, des académies, des sociétés scientifiques pour justement essayer de promouvoir l'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement auprès des enfants, alors qu'il n'y a pas de programme au primaire, 1 heure par semaine dans le secondaire, et au fait, pas assez pour comprendre les enjeux, c'est de bâtir une génération qui soit à même de comprendre les enjeux et la complexité du vivant, ce qui est bien la moindre des choses quand on est vivant. Ça va même éventuellement améliorer sa sexualité et son alimentation, donc c'est très bien, pour faire des consommateurs qui ont envie d'une autre mode de production, pour faire des électeurs qui ont envie par leurs choix électoraux de soutenir ça, bref, des gens qui sont plus à même de prendre en main un système où la production sera remplie d'une façon qui non seulement protège la biodiversité, mais je vais vous dire, c'est pas ça le but. C'est surtout que ça protège la biodiversité et sa capacité à entretenir le monde où nous vivons et où nous produisons. Ça permet donc d'avoir ce que vous pourriez appeler de la durabilité et ce que j'appelle le fait que mes enfants vont vivre aussi bien que j'ai vécu. Quel rôle l'éducation, justement, et la sensibilisation du public aux enjeux écologiques peuvent-elles jouer dans la redéfinition de toutes ces trajectoires? Alors, j'ai répondu trop vite parce que j'ai déjà dit Biogé, 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 Biogé. Bon, c'est ce programme que la Fédération Biogé caresse, non seulement d'expliquer aux gens qu'il y a des outils dans nos disciplines et que pour les plus jeunes, il y a quelques réflexes qu'on peut rajouter aux fondamentaux, car c'est un fondamental de savoir ce que c'est que d'être vivant et des liens que ça implique au reste du vivant. Hein, c'est vraiment un fondamental pour les jeunes aussi, donc les vieux et les jeunes doivent plus être familiarisés avec l'idée que la science, c'est pas un monstre sauvage qui rugit avec des mots d'origine grecque, c'est un truc pour vivre mieux tous les jours et aussi pour aimer ses enfants. Alors, bien sûr, il y a là de l'éducation à faire. Pour ceci, évidemment, il faut aussi réaliser une chose, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui forme notre vision du monde? Là où on enseigne peu le vivant, c'est la pub, les dessins animés, et des fois on voit se déchaîner des pouvoirs énormes qui sont capables de faire une vision du monde, une Weltanschauung, hein, comme on dit philosophiquement, basée sur voilà, la publicité, les dessins animés, le divertissement, alors qu'on est impuissant à mettre dans cette vision du monde les produits de la science. Car, parlons un instant d'éco-anxiété, ou d'éco-culpabilité pour la génération précédente, hein, qui se sent coupable d'avoir tout fait mal, et c'est vrai. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que cette génération qui a tout fait mal et qui est éco-anxieuse, qui est éco-coupable, elle a quand même investi les impôts dans la recherche, et aujourd'hui l'écologie nous donne tout un tas de façons de savoir qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, mais aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement même mieux. Vous savez, quand on fait de l'agroforesterie, on produit sur 1 hectare autant de bois et de céréales, par exemple, que on pourrait produire si on séparait les deux sur 1 hectare 4. Donc il y a des façons de faire mieux en ayant plus de biodiversité, parce que dans un système agroforestier, vous avez beaucoup plus de biodiversité, beaucoup plus de protection contre les stress, beaucoup plus de robustesse et de stabilité. Donc il y a vraiment une boîte à outils que les éco-coupables ont construit et qui payent un peu leurs fautes. De même, pour les éco-anxieux, ils négligent souvent que cette boîte à outils existe. Bon, il faut l'ouvrir à s'en emparer, c'est pas si simple. Et c'est pas si simple de
pousser ça dans la société. Il ne suffit pas de dire qu'il y a une boîte à outils, il faut qu'il y ait une volonté collective de l'ouvrir et de s'en servir. Et donc, il y a aussi, à propos, pour les éco-anxieux, cette idée qu'il y a une solution, et l'éducation, mais aussi l'information, ou une meilleure maîtrise de la publicité, bref, de nos imaginaires, c'est une solution, c'est une chose qui peut permettre une forme d'optimisme, mais c'est une belle au bois dormant encore. Je vous ai parlé d'une science qui rugit en grec. Effectivement, nous autres, nous sommes habitués à être dans la précision et l'exactitude, et du coup, simplifier, ne pas utiliser le mot exact, on a du mal. Mais en réalité, c'est une façon de mutiler les gens, parce qu'ils ont besoin de l'essentiel du message. Les détails, on s'en fout. Je veux dire, quand vous faites intervenir le plombier chez vous, et que vous lui demandez quelle est la raison de la fuite, l'explication qu'il vous donne n'est pas une explication très technique. Il y a un trou là. Ça ne nous dit pas s'il y a un trou de corrosion, un trou de frottement, un trou de ceci, un trou de cela. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, les scientifiques doivent apprendre à vulgariser. C'est un métier. C'est pas juste parader au JT en racontant ce qu'on a trouvé dans son labo. Non. Vulgariser, c'est comprendre ce dont les gens ont besoin et qu'on peut leur amener. Donc, les scientifiques doivent apprendre que finalement, vulgariser, c'est pas faire parader toute sa connaissance au JT avec toute sa complexité, c'est aller au-devant des besoins des gens, ou des questions qui se posent, ou des choses dont on perçoit qu'elles manquent dans leur quotidien. Et on s'aperçoit que finalement, ce qui manque souvent aux gens, c'est de comprendre des choses aussi élémentaires que les lois de l'évolution, ou alors quelques lois élémentaires de l'écologie. Je vous cite un exemple, c'est même dans la réglementation ça. On nous interdit de pêcher les petits animaux de façon à les laisser grandir. Alors même par exemple pour les râteaux qui permettent de gratter les coques, il y a un écartement minimal pour ne pas récolter les petites coques. Que croyez-vous que ça fasse? Ça sélectionne les nains. Les nains, ils sont tout le temps entre les mailles du filet, puisqu'ils sont petits génétiquement, et vous sélectionnez des nains. Et ben c'est comme ça que dans le golfe de Gascogne, les crevettes, en 10 ans, elles ont perdu 3 à 5 cm à l'âge de 1 an. C'est à peu près le même chiffre pour les sardines. On a un écroulement de la taille des individus parce qu'il y a une prime au nanisme. Alors ce qu'on voudrait, c'est avoir une forme de pêche qui permette qu'il y ait assez de petits pour avoir des grands, mais qui pêchent dans tous les âges de la population de façon équilibrée et soutenable. C'est-à-dire que ça permet quand même qu'il y ait de l'avenir et de la reproduction. Mais vous voyez, il y a des réglementations comme ça qui sont basées sur une méconnaissance des lois de l'évolution et qui sont en train de nous condamner à manger, enfin à avoir des espèces comestibles naines. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est juste qu'il manque aux gens des lois qui ont émergé en science dans les années 1859. Donc c'est les gens, quand on dit qu'ils ont besoin de science, ils n'ont pas besoin de sciences compliquées. Ils ont besoin de quelques grands mécanismes. Et ça, moi je suis persuadé qu'avec un peu plus de temps dans le primaire, pour avoir un contact avec le vivant, et ensuite dans le secondaire pour se poser des questions sur ce avec quoi on a un contact, avec un peu plus de temps pour ça, on peut faire le travail. Mais faisons-le et cessons de mutiler la jeunesse en pensant que les fondamentaux c'est lire, écrire et compter. Bien sûr que c'est utile. Et pourquoi? Si c'est pour pas savoir vivre, et pour tuer ses enfants en leur léguant un environnement où ils ne s'épanouiront pas, eh ben ça sert à rien de lire, d'écrire et de compter. Sachons pourquoi nous vivons, comment nous vivons et comment nos enfants vivront.